Bonjour à toutes et tous. Donc je vous propose que nous reprenions cette matinée, ce séminaire. Tout d'abord, merci beaucoup à Maria Melchior pour son invitation. Je vais donc vous parler du trouble déficit de l'attention, hyperactivité, à partir d'un double regard, à la fois celui du pédopsychiatre au contact des enfants, des familles et de l'école, mais aussi celui du chercheur en épidémiologie qui, comme l'a présenté Maria Melchior, va s'intéresser aux trajectoires, à la mesure des risques et interroger les inégalités sociales. Alors, le TDAH, c'est d'abord un objet clinique, puisqu'il va faire l'objet d'évaluation des enfants pour poser des diagnostics et prendre des décisions thérapeutiques. Mais c'est aussi un objet social, puisque dans la société, il peut cristalliser certains débats, notamment sur ce qu'est la normalité, la performance, la médicalisation, et puis sur ce que nous faisons concrètement de la souffrance et de la perte de chance liée à ces problèmes d'attention. Alors dans cet exposé, je vais aborder trois questions assez simples. Finalement, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de TDAH ? Ensuite, à quoi doit servir le diagnostic aujourd'hui ? Puis j'évoquerai ce qu'on sait, ou la question de qu'est-ce qui relève de la biologie et qu'est-ce qui relève du contexte dans la genèse du TDAH. Donc le fil conducteur de cette présentation, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que l'épidémiologie va nous amener dans la compréhension de ce trouble et comment elle va pouvoir nous guider dans les interventions qu'il est souhaitable d'apporter. Alors en France, le TDAH est un trouble qui est aujourd'hui clairement reconnu. Il y a des recommandations nationales récentes, notamment celles de la Haute Autorité de Santé, mais aussi des recommandations internationales. C'est important parce que ça marque un changement. Le TDAH a longtemps été interrogé comme une entité réelle, puis il a été pensé comme un problème essentiellement pédiatrique. Désormais, aujourd'hui, le TDAH est mieux reconnu et il est vraiment conceptualisé comme une condition du neurodéveloppement dont une partie des formes va persister ou se reconfigurer à l'adolescence et à l'âge adulte. Alors sur le plan clinique, ça a deux conséquences. D'une part, aujourd'hui, on dispose d'outils diagnostiques mieux standardisés. Maria Melchior en présentait une partie. Et on dispose d'interventions qui ont fait la preuve de leur efficacité, qu'elles soient psychosociales, éducatives ou médicamenteuses. D'autre part, on mesure aujourd'hui mieux l'enjeu de santé publique par la fréquence du trouble, ses comorbidités, son retentissement dans de multiples domaines de la vie et donc son coût en termes humains et son coût en termes collectifs. Alors cette reconnaissance ne clôt pas forcément le débat, elle le structure plutôt et elle ouvre tout un tas de questions, notamment sur quoi repose exactement la validité du diagnostic, puisqu'elle a été questionnée et qu'elle continue de l'être. Est-ce qu'on diagnostique trop ou pas assez ? Concernant les traitements, y a-t-il un usage approprié ou inapproprié, notamment des médicaments ? Et puis, plus récemment, alors principalement dans le monde anglo-saxon, mais actuellement aussi en France, il y a une question émergente qui est celle de la neurodiversité.
Alors, si on regarde les choses sur un plan historique, la question n'est pas tant de savoir si le TDAH existait dans le passé, mais plutôt de voir depuis quand on décrit ces symptômes, ces comportements relatifs à l'inattention, à l'impulsivité ou à l'hyperactivité. Et comment ces descriptions ont été peu à peu transformées en une catégorie médicale. Alors, si on remonte le plus loin possible dans les textes disponibles de ce qui pourrait se rapprocher de ces symptômes, on retrouve chez Théophraste, qui était philosophe grec de l'école péripatéticienne qui a succédé à Aristote au lycée, on retrouve des portraits d'oubli, d'impulsivité, d'une précision assez étonnante. Pas un diagnostic bien sûr, mais une observation fine des styles de conduite et d'attention. Alors plus récemment, et principalement en Europe, à partir des XVIIIe et XIXe siècles, on a des descriptions qui se rapprochent des descriptions médicales, puisqu'on parle d'instabilité, d'attention labile, de difficultés de persévération, à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Au début du XXe siècle, Steele a systématisé l'observation clinique et Bradley, dès 1937, a montré qu'un stimulant pouvait réduire les symptômes. Donc c'était un tournant à la fois sur le plan nosographique, mais aussi sur le plan thérapeutique. Ensuite, tout au long de la fin du XXe siècle, le savoir et la nosographie s'est structuré avec un vocabulaire qui a changé, puisqu'on est passé du minimal brain dysfunction au trouble déficit de l'attention hyperactivité, avec ou sans hyperactivité, plus récemment et dans les classifications actuelles de la classification internationale des maladies ou du DSM nord-américain. Quand on voit ces éléments, on se dit qu'il faut quand même garder une certaine prudence, puisque cette perspective historique est surtout celle des textes occidentaux. Non pas que le phénomène serait occidental, mais surtout parce que c'est cette tradition qui a structuré la psychiatrie moderne. Donc finalement, on peut dire que relativement au TDAH, c'est un phénomène qui est ancien, mais que la catégorie TDAH telle qu'on la conçoit actuellement est vraiment une construction moderne, utile et située dans son temps et dans sa géographie. Alors sous ce titre, donc le TDAH, une description clinique partagée, je voudrais d'abord poser le cadre de référence, le socle clinique sur lequel la plupart des soignants et des cliniciens s'accordent aujourd'hui, à savoir celui du caractère neurodéveloppemental du trouble. Donc la première brique, c'est vraiment ce caractère neurodéveloppemental. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dire que le TDAH est neurodéveloppemental, c'est surtout dire qu'il s'inscrit dans une trajectoire. Ce n'est pas un état qui surgirait ex nihilo à l'âge adulte, mais c'est plutôt un mode de fonctionnement qui se met en place tôt au fil du développement. Donc c'est ce qu'a montré, ce qu'a suggéré Maria Melchior dans son exposé au préalable. Cliniquement, cela renvoie moins à un déficit unique qu'à des difficultés de régulation au sens large, non seulement de l'attention, mais aussi de l'activité motrice, de l'impulsivité et très souvent de la régulation émotionnelle. Le début est donc précoce, il est repérable dans l'enfance. Alors là, les classifications ont un peu changé en passant de 7 à 12 ans pour mieux coller à la réalité développementale. Et ces symptômes vont pouvoir non seulement apparaître tôt, mais persister au fil du temps et au cours du temps. Sur le plan neurobiologique, l'hypothèse qui est faite et raccrochée à cette approche neurodéveloppementale, c'est l'idée qu'il y a des variations à la fois structurelles et dans le fonctionnement de réseaux cérébraux qui sont impliqués dans l'attention et le contrôle. Que ces variations sont hétérogènes et que tout ça converge vers l'idée d'un profil de développement qui va s'écarter de la moyenne. Alors la deuxième brique de cette description clinique partagée, telle qu'elle est codifiée par les classifications, repose sur une description symptomatique.
Ici, vous pouvez voir la liste des 18 symptômes qui sont répartis en 2 dimensions. Et concrètement, il faut 6 symptômes dans une des 2 dimensions pour pouvoir retenir le diagnostic. Donc 6 chez l'enfant et l'adolescent, et puis 5 symptômes chez l'adulte. Donc d'un côté, on a des symptômes d'inattention, dans lesquels on va retrouver la difficulté à stabiliser son attention, à s'organiser, qui va se traduire par une distractibilité, chez l'enfant des erreurs d'étourderie, des difficultés d'attention soutenue, des oublis, et principalement des difficultés lorsque la tâche nécessite un effort mental prolongé. De notre côté, on a l'autre dimension qui agrège hyperactivité et impulsivité, dans laquelle on va pouvoir observer une activité motrice ou verbale inadaptée au contexte, et puis des actions précipitées dans lesquelles les conséquences ne seront pas toujours anticipées. Alors ça, c'est des listes, mais l'idée clinique est assez simple, c'est celle d'une difficulté persistante dans la régulation de l'attention et du comportement. Alors il y a une troisième brique, puisque en fait, à partir de ces listes, on ne fait pas de diagnostic en soi. Le diagnostic il va prendre sens, et là aussi ça a été évoqué précédemment, que dans la mesure où il s'agit d'un syndrome durable, qui va durer pour le TDAH au moins pendant 6 mois, et qui va s'accompagner d'un retentissement dans au moins 2 contextes, scolaire, social ou professionnel, et qui va s'accompagner aussi parfois d'une souffrance, et tout cela, ça va justifier des adaptations, un accompagnement et, si besoin, des soins. Donc ce qui apparaît ici comme une dimension inévitable, et c'est vrai pour tous les diagnostics psychiatriques, le critère décisif, c'est vraiment le retentissement. Et le retentissement, c'est jamais une pure donnée biologique. On n'est pas exactement dans la même situation que dans beaucoup de conditions médicales et des problèmes de santé physique. Donc ce retentissement, il est observable, par exemple les difficultés dans le cadre scolaire, les conflits, les accidents, l'isolement, la perte de chance, mais il va varier avec le contexte et avec les exigences de l'environnement. C'est-à-dire qu'un même profil symptomatique peut être handicapant, ou bien il peut être neutre selon les attentes scolaires ou professionnelles, selon les ressources disponibles et puis selon la qualité des aménagements. Donc il y a vraiment une part de normes sociales dans l'appréciation de ce retentissement, mais cette part de normes sociales n'implique pas forcément l'arbitraire. On peut objectiver le retentissement par des échelles structurées du fonctionnement et par des évaluations auprès de plusieurs informants, les parents, les enseignants, les jeunes eux-mêmes, et aussi au travers d'indicateurs scolaires et sociaux. Donc, ce qui permet, lorsqu'on arrive à standardiser les choses dans un contexte institutionnel donné, d'avoir une appréciation assez comparable du retentissement. Alors cette flèche ici résume un point qui est très intégré en clinique, que les cliniciens, les soignants ont vraiment dans leur perspective lorsqu'ils évaluent une situation clinique, c'est-à-dire le fait que le TDAH, ce n'est pas simplement une liste de symptômes à un instant donné, c'est vraiment une condition qui va influencer un parcours de vie. Donc les cliniciens, en fait, ils vont raisonner au long cours. Ils vont garder à l'esprit, en tête, tous ces risques qui peuvent s'accumuler, non pas comme une fatalité, mais plutôt comme des conséquences possibles qu'il va falloir pouvoir anticiper et prévenir. Donc prendre en compte le TDAH, ce n'est pas seulement traiter les symptômes, c'est aussi prévenir des complications évitables et soutenir des périodes clés, des périodes charnières du développement. Alors pour un clinicien, l'intérêt du diagnostic, ce n'est pas d'ajouter une étiquette. C'est vraiment d'aider à décider et à agir. C'est tout l'intérêt du diagnostic. On pose un diagnostic pour faire quelque chose derrière.
Donc le diagnostic, ça structure l'évaluation, ça oriente le choix des interventions qu'on va faire, ça donne un langage commun avec tous les intervenants, famille, école et autres soignants, et puis ça ouvre l'accès aux aménagements et aux soins. Mais là, il y a un paradoxe, il y a une utilité clinique qui est évidente, alors même que la validité du TDAH continue à être discutée. Alors quand on demande si le TDAH est un concept qui est valide, c'est-à-dire est-ce qu'il correspond à quelque chose, en fait il faut préciser ce qu'on entend par là. En réalité, ça correspond à plusieurs questions distinctes qu'on va pouvoir approcher avec les outils scientifiques et en particulier grâce à l'épidémiologie. Alors d'abord, il y a la question de la validité descriptive, qui correspond au fait de s'interroger à savoir si le tableau clinique est cohérent. Est-ce que les symptômes se regroupent de façon consistante et stable dans le temps et dans les populations? Quelle est la prévalence, la fréquence du trouble dans la population? Et aussi une question très pertinente sur le plan à la fois épidémiologique mais aussi très pratique, comment se distribuent les traits d'attention, les symptômes d'inattention dans la population? Est-ce qu'il y a une frontière naturelle? Est-ce qu'on sépare bien les choses entre les différents groupes dans la population? Ou bien est-ce qu'il y a un continuum où le TDAH correspondrait à l'extrémité d'une distribution? Alors, ce n'est pas simplement une question statistique, c'est vraiment une question cruciale, parce que si on est en face d'un continuum, ça veut dire que l'idée d'une entité naturelle distincte, au sens strict, est plus complexe à soutenir. Ensuite, il y a la question de la validité pronostique. Est-ce que ce diagnostic de TDAH, lorsqu'on le pose, il va prédire des trajectoires scolaires, sociales, psychiatriques ou autres? Quelles sont les réponses des interventions? Est-ce que ça change les choses pour les individus? Et puis, plus globalement, quelles sont les conséquences mesurables? Donc, l'autre élément, dernier élément de la validité, au-delà de la validité descriptive et pronostique, c'est la notion de validité explicative. Là, ça interroge plutôt la question de savoir si on comprend ce qu'est ce syndrome, ce qu'est ce trouble, notamment en termes de physiopathologie identifiable, comme dans les autres troubles de santé physique. Est-ce qu'il y a des biomarqueurs? Est-ce qu'il y a une étiologie, une cause unique? Ou bien est-ce qu'il y a un ensemble de mécanismes plausibles, probablement pluriels, comme ça peut être le cas dans le cadre de ce qu'on appelle les pathologies, les troubles multifactoriels? Donc l'épidémiologie, et c'est un peu l'objet à la fois de cette chaire et puis de mon propos, elle est particulièrement bien placée pour interroger ces trois dimensions de la validité. Parce qu'elle travaille sur des populations, elle travaille sur des distributions, des trajectoires et des comparaisons entre contextes. Avec des méthodes en fait, qui vont permettre de tester des hypothèses causales, donc ces rapports de cause à effet, là aussi, que Maria Melchior a évoqués. Alors évidemment, il faut raison garder, l'épidémiologie elle n'est pas seule à explorer ces dimensions-là, que ce soit la clinique, les neurosciences, la génétique, la psychologie cognitive et bien sûr les sciences sociales. Toutes ces autres disciplines sont nécessaires pour explorer la notion de validité. Mais l'épidémiologie, elle va apporter quelque chose de spécifique, la capacité à relier le diagnostic à des régularités qui vont être observables dans le monde réel en termes de fréquence, de facteurs de risque, en termes de conséquences. Et donc, elle va vraiment éprouver la validité d'un diagnostic de manière empirique. Alors, que nous dit l'épidémiologie? Au sens large, incluant la psychométrie, sur la validité, tout d'abord descriptive. Alors, le premier argument de la validité descriptive dans le cadre du TDAH, c'est le fait qu'il s'agit d'un syndrome cohérent. Donc, les analyses dites factorielles, et puis plus récemment les analyses en réseau, elles retrouvent de façon consistante une structure en deux dimensions, celle présentée dans les classifications, à la fois inattention d'un côté, hyperactivité, impulsivité de l'autre. Et ça s'est répliqué à travers les âges et à travers les cultures.
Alors ici, vous pouvez voir une représentation d'une analyse en réseau des 18 symptômes, chaque symptôme étant ce qu'on appelle un nœud, donc ça c'est les rangs que vous voyez illustrés, et puis les liens, donc les droites entre ces nœuds représentent leur co-occurrence, comment ils s'associent entre eux. Donc là, vous voyez qu'on retrouve très nettement deux communautés de symptômes, inattention d'un côté, hyperactivité, impulsivité de l'autre, et que ces deux ensembles de symptômes sont reliés par quelques symptômes ponts. C'est-à-dire que des nœuds ressortent comme étant plus centraux dans cette association de ces deux dimensions. Typiquement, c'est le fait d'être facilement distrait, et puis des marqueurs d'impulsivité sociale, comme la difficulté à attendre son tour, ou bien le fait d'interrompre les autres. Alors, deuxième élément de la validité descriptive, c'est le fait que le syndrome de TDAH est fiable. C'est-à-dire que les cliniciens s'accordent raisonnablement entre eux sur le diagnostic lorsqu'ils utilisent des outils structurés. Alors on parle de fiabilité, donc c'est le terme technique qui est consacré, et on dit que la fiabilité elle est bonne lorsque le diagnostic est reproductible le plus fréquemment entre différents cliniciens. Dans le TDAH, ce qu'on sait, ce que montrent les résultats, c'est que la fiabilité est bonne lorsque l'évaluation est standardisée. Standardisée, c'est-à-dire qu'elle va s'appuyer sur des outils tels qu'ils nous ont été présentés, des outils validés et utilisés de façon adéquate. Ça veut dire que les critères ils sont appliqués de façon systématique par des cliniciens formés qui utilisent ces échelles validées, ces entretiens structurés. A contrario, la fiabilité, elle va devenir moins bonne si on se contente d'une impression clinique ou si on se contente d'une seule information. L'information, il faut vraiment aller la chercher dans plusieurs contextes pour le TDAH, chez les enseignants, chez les parents, chez le jeune lui-même, sachant que parfois on a l'impression qu'on a un faible accord entre les parents et les enseignants, ce qui n'invalide pas pour autant le diagnostic, mais qui va plutôt refléter la réalité du trouble, qui est celle qu'il est très dépendant du contexte. Mais en tout cas, ça souligne l'intérêt d'intégrer des points de vue différents et d'objectiver pour pouvoir objectiver le retentissement. Alors, troisième élément de la validité descriptive, c'est le fait que le syndrome est dit universel, ce qui veut dire qu'en pratique, la prévalence mondiale du trouble est autour de 5% chez les enfants et les adolescents. En fait, on a des variations entre 3 et 4% et 6 à 7% en fonction des cultures, mais en moyenne, c'est autour de 5%, et autour de 2,5% chez les adultes. Alors ça fait du TDAH, et ça souligne son importance en termes de santé publique, ça en fait une des conditions les plus fréquentes et un des motifs majeurs de consultation en pédopsychiatrie. Alors cette estimation, donc 5% chez l'enfant et l'adolescent et puis 2,5% chez l'adulte, elle est vraie à l'échelle internationale. Elle ne vient pas d'une étude isolée puisqu'on a des méta-analyses qui portent sur plusieurs centaines d'études. Et en France, et ça c'est intéressant, on retrouve le même ordre de grandeur. Donc il y a plusieurs études et puis récemment, encore une fois, ENABI qui a été évoqué, qui va dans ce sens. On observe aussi dans ces études certaines irrégularités qui sont robustes, notamment le ratio garçon-fille qui est en défaveur des garçons puisqu'ils sont surreprésentés, notamment en population clinique. Donc en population générale, on est à 2 à 3 garçons pour une fille. En population clinique, ça peut monter jusqu'à 8 garçons pour une fille, avec un ratio qui va tendre à s'équilibrer à l'âge adulte, puisqu'on va se rapprocher plutôt d'un garçon pour une fille. Sur le plan social, comme dans beaucoup d'autres troubles psychiatriques, on retrouve aussi des gradients nets, à savoir le fait qu'un statut socio-économique défavorable est plus souvent présent dans les situations de TDAH, 2 fois plus par rapport à des personnes qui n'ont pas de TDAH.
Ensuite, les autres données là, qui sont rapportées, c'est qu'environ un enfant sur deux va conserver le diagnostic à l'âge adulte, mais que jusqu'à 80% des personnes vont garder des symptômes significatifs de TDAH à l'âge adulte, donc avec une proportion de personnes qui n'ont pas de diagnostic formel, mais qui présentent tout de même des symptômes. Donc au total, il y a vraiment une stabilité des estimations à travers les contextes culturels, lorsque la méthodologie qui est utilisée est la même et reste rigoureuse. Et ça, c'est un argument fort pour dire que le TDAH, ce n'est pas un artefact local, c'est vraiment un syndrome repérable de façon universelle, même si son expression et son retentissement restent, eux, sensibles au contexte. Alors, dernier élément de la validité descriptive, et là aussi c'est un résultat très robuste, mais qui complexifie l'appréciation du TDAH, c'est le fait que sur le plan populationnel, lorsqu'on regarde la distribution des traits de TDAH et d'inattention, on trouve qu'il y a une distribution continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seuil naturel. Alors le fait que les symptômes du TDAH se distribuent de façon continue, qui représente un continuum dans la population, ça repose là aussi sur de nombreuses études épidémiologiques répliquées depuis une vingtaine d'années, et donc sur des observations robustes. Alors cette diapositive, c'est ce qu'elle essaye d'illustrer. Là, vous pouvez voir, donc sur la courbe rouge, vous pouvez observer ce qui serait une condition dans laquelle on sépare bien pathologie et non pathologie, malade et non malade, avec une distribution qu'on dit bimodale, dans laquelle on a deux groupes d'individus qui sont bien séparés sur le plan de la quantité de symptômes. En bleu, vous pouvez voir ce à quoi correspond en pratique, lorsqu'on la mesure, la distribution du symptôme de TDAH en réalité dans la population générale. On a plutôt une continuité sans rupture nette, sans seuil naturel. Il n'y a pas de discontinuité dans la population. Alors, ce n'est pas une spécificité du TDAH, puisqu'en fait, ça, c'est vrai de beaucoup de variables biologiques, par exemple la pression artérielle, la glycémie ou le quotient intellectuel. Alors, un fait important, c'est qu'on a une distribution continue, mais ce qu'on va diagnostiquer, ce n'est pas un niveau de symptômes d'inattention en soi. C'est vraiment le moment où ces traits, dans un contexte donné, vont s'accompagner de difficultés, voire d'un handicap sur le plan du fonctionnement, donc à la fois scolaire, familial, puis professionnel à l'âge adulte. C'est là précisément que le retentissement il devient décisif dans son appréciation. Parce que même si le TDAH correspond souvent à l'extrême d'une distribution normale, en pratique, il ne devient une catégorie séparée sur le plan clinique que lorsque le retentissement est jugé comme handicapant et donc relevant d'accompagnement et de soins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le seuil il est en partie conventionnel. Mais le fait qu'il soit conventionnel ne veut pas dire qu'il soit arbitraire. Puisque en fait, on va identifier de façon standardisée les personnes pour lesquelles le rapport bénéfice-risque d'une intervention va devenir favorable. Donc le diagnostic, finalement, il va essayer de poser une frontière pratique sur ce continuum, sur cette distribution de symptômes, pour décider d'agir. Alors, ça c'est important, cette absence de seuil naturel, comme on peut voir, quelque part, et aussi la dépendance du retentissement au contexte, elles vont rendre le diagnostic sensible aux influences extracliniques. Et ça peut pousser à la fois vers plus de diagnostics ou bien vers moins de diagnostics.
Alors vers plus de diagnostics, c'est l'idée que, par exemple, il y a eu un élargissement des critères du DSM et de la classification internationale des maladies. L'idée aussi qu'il y a une meilleure reconnaissance du trouble à des âges ou des présentations auparavant moins repérées. Je pense notamment au diagnostic chez les femmes ou chez les adultes. Et puis aussi, il y a des facteurs externes qui poussent vers plus de diagnostics, comme la popularisation du trouble, qui va augmenter le repérage, mais peut-être aussi parfois favoriser des attributions trop rapides au diagnostic. Et puis, il y a des éléments de pression vers plus de diagnostics, comme les exigences scolaires ou organisationnelles, qui, en fonction des contextes, peuvent être plus ou moins marquées. Alors, il faut ajouter d'autres biais qui sont bien documentés, notamment l'effet de l'âge relatif dans la classe, puisque les études montrent que les enfants les plus jeunes d'une cohorte, ceux qui sont nés en décembre par exemple, vont être plus facilement identifiés comme agités ou immatures par rapport à des enfants qui sont nés au mois de janvier. Enfin, il y a d'autres déterminants qui jouent beaucoup dans les pays où l'attribution des ressources est conditionnée à l'attribution d'un diagnostic. L'accès à des aménagements et des ressources qui peut inciter parfois légitimement, mais aussi parfois de façon opportuniste, à franchir le seuil diagnostique. Alors à côté de ça, il y a des éléments qui vont être dans la même logique, qui vont expliquer une pression vers moins de diagnostics, notamment lorsque le diagnostic est appliqué de façon un peu trop stricte, trop catégorielle et rigide, ce qui fait qu'on peut manquer des formes plus silencieuses qui ont un retentissement mais qui ne va pas être bruyant sur le plan clinique, ou bien des formes subsyndromiques qui ont aussi un retentissement mais à côté desquelles on va passer. Donc ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Il y a aussi le fait que finalement les critères qu'on utilise aujourd'hui pour poser le diagnostic, ils sont quand même basés sur des descriptions de situations cliniques de jeunes garçons d'âge scolaire. Et donc, potentiellement, il y a un décalage par rapport à l'évolution de ces symptômes au cours du temps et à la façon dont ils vont s'exprimer soit chez les femmes, soit à l'âge adulte. Ensuite, il peut y avoir des biais culturels en fonction des normes éducatives, selon l'expression des comportements externalisés, la tolérance à l'agitation. Le même profil peut être interprété différemment et être porté ou ne pas être porté aux soins. Et puis, il y a des biais socio-économiques, là aussi on l'a évoqué, ils peuvent jouer dans les deux sens. Dans certains milieux, notamment les milieux plus défavorisés, on peut avoir moins accès au repérage, aux spécialistes et aux démarches diagnostiques, tandis que dans d'autres milieux, on peut avoir davantage accès à des ressources pour faire reconnaître le trouble. Alors cette dimensionnalité et puis le caractère conventionnel du seuil, finalement, ils sont à l'origine d'un paradoxe. Si on abaisse trop le seuil, on risque de pathologiser des variations ordinaires de l'attention. Si on le durcit, ou si les biais de genre, de culture et de ressources jouent trop, on risque d'exclure des personnes qui sont authentiquement en souffrance et de les priver d'aide. Et ce qui est important à souligner finalement, c'est qu'il n'y a pas de réponse univoque à l'idée qu'il y a un sur- ou un sous-diagnostic, puisque dans une même société, que ce soit dans le monde anglo-saxon qui est quand même différent du nôtre, ou en France, on a les deux phénomènes de sur- et de sous-diagnostic qui peuvent exister à l'échelle, qui vont coexister à l'échelle de la population. Alors passons maintenant à la validité pronostique. Autrement dit, est-ce que ce diagnostic va nous dire quelque chose de l'avenir en termes probabilistes? Donc sur cette diapositive, cette flèche va illustrer l'idée que le TDAH il s'inscrit dans un enchaînement de risques avec en amont
des facteurs précoces, biologiques, familiaux, sociaux, et puis qu'au fil du développement, le TDAH peut s'associer à des conséquences qui peuvent se cumuler, des difficultés scolaires, dans les relations sociales, des difficultés psychologiques, psychiatriques, des accidents et tout un tas de difficultés d'ordre social. Donc l'intérêt, là aussi ça a été souligné, de l'épidémiologie longitudinale, c'est précisément de quantifier ces risques à long terme, d'en décrire l'hétérogénéité et de distinguer ce qui relève de l'effet propre du TDAH et ce qui relève des comorbidités ou du contexte. Donc savoir que le diagnostic de TDAH porté à un âge donné est associé, que ce diagnostic est associé à des conséquences dans le temps, ça justifie à la fois l'importance clinique du trouble, et puis ça permet de guider la prévention et les interventions. Donc ici, et là c'est intéressant de voir ces données, qui sont à la fois internationales mais aussi françaises. Ces données convergent depuis longtemps et elles montrent que le TDAH est associé à l'échelle de la population à un surrisque d'un ensemble de difficultés ultérieures. La cohorte Tempo qui a été présentée a permis de publier beaucoup de résultats relatifs au TDAH. D'autres cohortes, la cohorte Eicher chez les étudiants, les études ENABI. Sur ce tableau, vous pouvez voir les ordres de grandeur avec des risques pour des conduites à risque concernant les consommations de substances, les rapports sexuels avec des âges plus précoces, des rapports sexuels à risque, un plus grand risque de gestes suicidaires, et puis aussi des marqueurs très concrets de trajectoire sociale défavorable, en France en termes d'échec au baccalauréat, de statut socio-économique défavorable à l'âge adulte, et donc des risques qui peuvent se matérialiser tout au long de la vie pour les individus. Alors l'idée ici à retenir, ce n'est pas que le TDAH va causer mécaniquement tout cela, c'est plutôt de dire que c'est une condition identifiable précocement qui peut peser sur les trajectoires et que c'est précisément ça qui va fonder ce qu'on appelle la validité pronostique. Alors, à côté de ces risques, cette diapositive, elle rajoute une dimension qui est souvent sous-estimée et qui pourtant est fondamentale. Le fait que le TDAH n'est pas simplement associé à des difficultés psychologiques, scolaires ou sociales, il est aussi associé à des difficultés en termes de problèmes de santé physique. Donc ce schéma résume les domaines où les associations sont les plus constantes. On retrouve en particulier plus fréquemment des troubles du sommeil, le surpoids ou l'obésité, risque cardio-métabolique, de l'atopie et surtout un excès de blessures non intentionnelles mais aussi intentionnelles. Lorsqu'on agrège ces conséquences à long terme, certaines grandes études suggèrent qu'il y a une diminution de l'espérance de vie de l'ordre de 7 à 9 ans lorsqu'on présente un TDAH. Et que ça, c'est principalement porté par deux mécanismes, à la fois les trajectoires métaboliques et cardiovasculaires, et d'autre part les blessures et les accidents. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas de dramatiser les choses, mais c'est vraiment de rappeler que le TDAH, c'est aussi une question de santé physique et que ce continuum de risques explique le risque de mortalité prématurée. Donc pour illustrer ça, j'ai juste choisi deux études. Tout d'abord, le risque suicidaire chez les préadolescents. Donc là aussi, il s'agit d'une méta-analyse qui portait sur un grand nombre d'individus, plus de 600 millions d'individus en population générale, donc qui nous montre que la prévalence des comportements suicidaires chez les
préadolescents, ce n'est pas un phénomène rare, mais c'est un phénomène qui est relativement fréquent. Et parmi les facteurs associés les plus marqués, on retrouve à la fois des facteurs classiques, la maltraitance, donc les violences subies des enfants, les symptômes dépressifs comme facteur de risque, et puis le TDAH, qui est un des 3 facteurs les plus importants pour expliquer ce surrisque suicidaire chez les plus jeunes. Et puis un facteur de protection là, qui est aussi clairement mis en évidence et qui rejoint la présentation précédente, à savoir le fait que le soutien parental est un facteur de protection. Donc tout ça c'est important, parce que finalement ça donne immédiatement une lecture en termes de prévention et puis de levier d'action. La seconde diapositive pour illustrer un peu ces phénomènes avec un point de vue très santé publique à l'âge adulte, c'est l'articulation entre le TDAH, la précarité, les contraintes économiques et le risque de mortalité. Donc ça, c'est une étude qui a été menée à partir de registres suédois, couplée à des données objectives sur les crédits bancaires, et qui montre que le risque de suicide est nettement plus élevé chez les adultes avec TDAH lorsqu'ils sont en détresse financière, typiquement en situation d'arriéré de paiement ou de haut risque de défaut bancaire. Donc le résultat le plus frappant, qui relie directement le TDAH et les inégalités, c'est vraiment la dynamique temporelle. Donc chez les hommes avec TDAH qui décèdent par suicide, les arriérés augmentent dans les 36 mois qui précèdent. Donc avec du coup un signal de vulnérabilité sociale qui peut s'aggraver jusqu'à une issue fatale. Alors toujours en termes de validité pronostique, l'épidémiologie, elle peut servir à agir en évaluant notamment les essais randomisés contrôlés et aussi ce qui se passe en vie réelle, à savoir quelles sont les interventions qui améliorent les trajectoires. Donc ici, vous pouvez voir la synthèse récente la plus aboutie dans le domaine. C'est ce qu'on appelle une umbrella review. Donc là, c'est un collègue français, Gosling, qui a travaillé dans le cadre d'un consortium international et publié tout récemment une réanalyse de plus de 200 méta-analyses d'essais randomisés. Avec des résultats intéressants, un message à la fois clair et prudent. Donc des résultats les plus solides montrent surtout une efficacité dans le court terme sur les symptômes de TDAH, de certaines interventions. Donc chez l'enfant et l'adolescent, mais aussi chez l'adulte, donc il y a plusieurs médicaments qui ont des effets modérés à importants, avec des bons niveaux de certitude. C'est en particulier le cas des stimulants ou de la tamoxétine. Et de façon intéressante, des thérapies non médicamenteuses, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, a montré une certaine efficacité chez l'adulte, et notamment sur les symptômes de fonctionnement. Alors, parmi les études les plus convaincantes dans ce qu'on observe en vie réelle, on a les études basées sur des registres, notamment en Scandinavie et en particulier en Suède. Donc ça, ce sont vraiment des données robustes parce qu'elles portent sur des populations entières qui vont relier entre eux des registres de santé à d'autres registres comportant des données relatives aux accidents, aux infractions, aux impôts ou à d'autres domaines de fonctionnement. Et là, en comparant chez les mêmes participants les périodes avec et sans traitement, ces études vont montrer des améliorations pour l'ensemble des risques évolutifs du TDAH, accidents, blessures, risques suicidaires, criminalité, utilisation de substances psychoactives, mais aussi les accès maniaques lorsque le trouble bipolaire est équilibré. Et là aussi, c'est un argument qui est fort pour suggérer l'intérêt de ce type d'intervention. Dernier élément de ces études de registre, c'est une étude observationnelle suédoise qui a été publiée dans JAMA l'an dernier, qui portait sur
près de 150 000 participants, et qui a montré là aussi que l'initiation d'un traitement médicamenteux du TDAH diminuait le risque de décès 2 ans plus tard, en particulier les décès liés aux maladies physiques chez les femmes et les décès liés aux causes accidentelles chez les hommes. Alors un autre élément concernant les interventions médicamenteuses, alors là ce n'est pas à proprement parler de la validité pronostique, mais j'ai souhaité vous présenter cette diapositive puisqu'il y a quand même une controverse relative sur l'utilisation des médicaments en France. Et là vous pouvez voir la prévalence de prescription des psychostimulants chez les mineurs. Alors, je présente ce qui se passe en France et ce qui se passe aux États-Unis. Ce que ça illustre surtout, c'est le fait que la prescription des traitements et les pratiques varient fortement selon les systèmes de soins. En Amérique du Nord, vraisemblablement, on a des niveaux d'usage de stimulants qui sont très élevés, quasiment au-dessus de la prévalence estimée du trouble. Et donc ça alimente évidemment un débat récurrent sur le risque de trop médicaliser les situations présentant des symptômes de TDAH. Mais ce qui est important, c'est de noter qu'en France, on n'est pas dans la même configuration. Il y a effectivement une hausse qui est liée probablement à un meilleur repérage, à une meilleure reconnaissance du trouble, mais la prévalence de prescription de psychostimulants chez les 3-17 ans, elle est estimée entre 0,5 et 0,7% sur les dernières données. Donc ça nous montre qu'on est quand même dans une situation très différente par rapport à d'autres pays qui sont possiblement dans une situation de surprescription. En miroir, ces données pharmacologiques elles nous rappellent qu'en France, il y a probablement une surprescription d'autres molécules, notamment des anxiolytiques et des hypnotiques, et que finalement l'enjeu, ce n'est pas plus ou moins de médicaments, mais c'est plutôt le bon diagnostic au bon moment pour éviter non seulement la surmédicalisation, mais aussi le détour par des traitements moins pertinents lorsque le TDAH est en cause. Après la validité descriptive et pronostique, vient la validité explicative. Donc non pas l'idée qu'il y a une cause unique, mais plutôt la compréhension des mécanismes plausibles qui peuvent conduire au syndrome. Alors dans cette perspective, comme on le disait précédemment, l'épidémiologie elle est précieuse parce qu'elle va permettre d'étudier à grande échelle les facteurs de risque, les facteurs de protection tout au long du développement. Et ça, c'est l'idée de ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire l'ensemble des expositions biologiques, familiales, sociales et environnementales qui vont s'accumuler au fil du temps, qui vont interagir entre elles. Et ça conduit vers ce que Maria Melchior a présenté, à savoir le modèle biopsychosocial sur lequel on s'appuie en psychiatrie. Alors concernant tout d'abord les facteurs génétiques, donc on a des études épidémiologiques dites génétiquement informées. C'est les études familiales, les études de jumeaux, les études d'adoption. Et ça donne un cadre qui est robuste. Donc ces études, elles montrent d'abord qu'il y a une agrégation familiale nette, c'est-à-dire que le risque de TDAH est multiplié entre 5 et 9 chez les apparentés, ce qui suggère une contribution génétique relativement importante. Ensuite, les études de jumeaux, elles estiment ce qu'on appelle l'héritabilité. Elles estiment autour de 75%. Donc l'héritabilité, en fait, alors sans rentrer dans trop de détails techniques, mais c'est la part de variation des traits attentionnels en l'occurrence, qui est attribuable à des différences génétiques dans une population donnée. Et là, ce qu'on voit, c'est que le TDAH a une des héritabilités la plus élevée parmi les troubles psychiatriques. Alors parler d'héritabilité, ça n'exclut pas forcément l'environnement.
Parce qu'on sait qu'il y a des corrélations entre gène-environnement, et puis surtout qu'il y a des interactions gène-environnement. Donc c'est plutôt séparer gène-environnement qui n'a pas de sens, puisque les deux vont sûrement, dans la plupart des cas, interagir ensemble. Ce que montrent ces travaux aussi, et ça c'est intéressant, c'est qu'il y a une architecture génétique partagée du TDAH avec d'autres troubles neurodéveloppementaux et d'autres formes de psychopathologie. Alors au-delà des études familiales, des études de jumeaux qui explorent de façon globale les facteurs génétiques, il y a aussi les approches moléculaires qui vont essayer, elles, de préciser sur le plan moléculaire quelle est cette contribution génétique. Donc là, il y a tout un tas de designs, des gènes candidats, des études pangénomiques qui permettent aujourd'hui de construire des scores polygéniques, puis des approches plus cliniques avec les syndromes neurogénétiques. Et là, ce que les données suggèrent, c'est qu'il y a à la fois une implication de variants génétiques fréquents, mais avec des effets très faibles, qui vont être résumés par des scores polygéniques. Et puis, il y a des implications de variants beaucoup plus rares dans la population, mais avec un plus grand effet. C'est notamment le cas de certains syndromes neurogénétiques. Là, je cite juste le syndrome vélo-cardio-facial, qui est bien connu des cliniciens, et notamment des pédiatres. Alors même si ces données sur le plan moléculaire, elles progressent, on voit quand même qu'il y a une part d'héritabilité manquante, puisqu'on pourrait expliquer dans à peu près 30% des cas ces variations génétiques, mais du coup pas dans la majorité des cas, loin de là. Donc les facteurs génétiques pèsent, mais ils n'expliquent pas tout. Donc le risque de TDAH, il se construit aussi au contact de l'environnement, et là aussi, l'épidémiologie est particulièrement informative. Les influences peuvent s'exercer très tôt, dès la période périconceptionnelle et la vie fœtale, puis se cumuler tout au long du développement. Donc là, les études épidémiologiques, elles montrent de façon récurrente, de façon répétée, des associations entre des facteurs de risque, donc là vous les avez listés sur cette diapositive, à la fois des facteurs périnataux, des expositions environnementales en termes de polluants, des facteurs d'adversité sociale, mais aussi d'autres facteurs tels que les facteurs diététiques. Pour autant, dire qu'il y a une association statistique, c'est dire qu'on retrouve une corrélation, mais ça ne signifie rien en termes de rapport de cause à effet. Pour parler de rapport de cause à effet, c'est plus complexe, c'est ce qu'on nomme la causalité, et ça suppose tout un tas d'autres critères, tels que la précédence temporelle du facteur de risque par rapport à une conséquence, la réplication, la relation dose-effet, une plausibilité biologique, et surtout des stratégies d'analyse pour écarter les explications alternatives. Donc ça, là aussi, ça rentre dans les détails, c'est tout un tas de design sur le plan épidémiologique et mathématique. Donc ce qu'on voit, c'est que parmi les expositions qui se rapprochent le plus de ces critères, on en retrouve quelques-unes, notamment les adversités très sévères, comme la déprivation institutionnelle précoce, qui a été évoquée, des complications périnatales, le retard de croissance intra-utérin, des expositions prénatales, comme les consommations d'alcool pendant la grossesse, surtout à des doses élevées, et des complications maternelles de type trouble hypertensif. À l'inverse, pour d'autres facteurs qui sont fréquemment cités, comme le tabagisme pendant la grossesse, les analyses suggèrent surtout que c'est vraisemblablement des facteurs génétiques partagés qui expliquent l'association et pas l'effet du tabac en lui-même. Donc là, j'ai choisi juste deux études pour illustrer ça. Tout d'abord, l'exemple du bas poids de naissance, qui fait partie des expositions qui se rapprochent le plus d'un argument causal, mais sans le verrouiller. Donc là, l'association, elle est robuste, elle est répliquée, elle est dose-dépendante, et elle est retrouvée à la fois dans les études de jumeaux discordants et dans les autres schémas d'études, et elle est plausible sur le plan physiopathologique.
L'autre étude, là je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ça a largement été présenté, c'est vraiment cette étude menée par Michael Rother initialement, puis par Sonuga Bark, qui a vraiment montré que le phénotype de type trouble déficit de l'attention et hyperactivité était surreprésenté chez les orphelins adoptés qui ont été présents dans les institutions pendant plus de 6 mois. Donc avec une sorte d'effet seuil au bout de 6 mois d'institutionnalisation. Donc ça montre l'impact très fort au-delà des autres troubles. Donc si on résume les choses en termes de validité, à la question le TDAH est-il un concept valide? Donc la réponse c'est dire oui plutôt. Mais en fait, c'est quand même plus complexe et plus subtil. On a à la fois des éléments assez forts de validité, en termes de validité descriptive. Le syndrome est cohérent, il est reproductible, la prévalence est relativement stable dans les différentes populations, mais il y a une réalité dimensionnelle qui fait que la frontière diagnostique, elle reste en partie conventionnelle et qu'elle est liée au retentissement, que l'appréciation du retentissement est variable en fonction des attentes. La validité pronostique, elle est aussi bonne, puisque finalement le diagnostic prévoit un risque probabiliste de trajectoire, qu'il y a des risques graves qui existent en termes de surrisque de mortalité prématurée, mais qu'il y a une hétérogénéité assez forte, et donc il n'y a pas un pronostic, mais plutôt des profils et des trajectoires. Et puis la validité explicative, ce qu'on sait des causes au sens large et des mécanismes impliqués, là en fait les éléments de preuve sont d'un niveau un peu moindre. On sait qu'il y a une contribution génétique, on sait qu'il y a une contribution de l'environnement, mais vraisemblablement il y a une hétérogénéité de l'étiologie. Et derrière le vocable et la catégorie TDAH, il y a vraisemblablement une hétérogénéité de conditions et que toutes ne sont pas comparables les unes aux autres. Alors, on peut quand même conclure que le TDAH, c'est finalement un concept scientifiquement robuste, mais que surtout, il a une utilité clinique très forte au vu des risques évolutifs, sachant qu'on dispose d'interventions qui sont aujourd'hui efficaces. Alors pour terminer le propos, je voudrais aborder une question qui est à la fois délicate et émergente, à savoir celle de l'émergence de la neurodiversité, et à savoir, est-ce qu'on parle d'une démédicalisation du TDAH ? Alors le cœur de cette approche, c'est vraiment l'idée qu'il y a des variations du fonctionnement cérébral en termes d'attention, de régulation, de cognition sociale, et que ces variations, elles font partie de la diversité humaine. Donc la neurodiversité, ça englobe à la fois la neurotypie et la neurodivergence, et ça inclut des profils comme le TDAH, mais aussi l'autisme ou les troubles des apprentissages. C'est important de souligner que cette approche, c'est avant tout un mouvement social et politique, qu'il est né de l'expérience des personnes concernées, et que son objectif, c'est réduire la stigmatisation, promouvoir l'acceptation et demander des environnements plus accessibles. Donc ça challenge quelque part la vision neurodéveloppementale, mais ça rappelle aussi que les catégories médicales, elles ne sont pas hors sol. Elles sont interrogées et elles sont parfois transformées par la société. Et il est intéressant de noter qu'au niveau international, on n'est pas tous au même moment des représentations collectives du TDAH. Dans les pays anglo-saxons et de plus en plus dans les pays nordiques dans l'Europe, le cadre de la neurodiversité, c'est vraiment devenu un langage public structurant qui est porté par des mouvements d'usagers et qui génère des débats, notamment sur l'inclusion.
En France, plus récemment, parce qu'on était en décalage historique par rapport à la reconnaissance du trouble, le cadre qui s'est institutionnalisé plus récemment, et ça s'est manifesté par les recommandations de la Haute Autorité de Santé de 2024, c'est celui des troubles neurodéveloppementaux. Donc une reconnaissance médicale et de santé publique avec des recommandations et des dispositifs dédiés. Pour autant, là aussi, les choses cohabitent, puisque le mouvement de la neurodiversité il est aussi en train d'émerger de façon assez forte dans notre pays. Donc brièvement, cette diapositive, en fait, ce qu'elle montre, c'est qu'un des objectifs et la façon de conceptualiser la neurodiversité, c'est l'idée qu'il est important de déplacer le curseur d'une forme de déficit constitutionnel dont seraient porteurs les individus, ça c'est plutôt la perspective neurodéveloppementale, vers une perspective plus globale, plus environnementale, où c'est plutôt l'adéquation entre l'environnement et la personne porteuse de ces variations qui doit être interrogée. Encore une fois, là, l'objectif, c'est déstigmatiser, améliorer la qualité de vie et diminuer le retentissement de la condition dans la société. Alors, il y a quand même des questions qui sont soulevées. Puisque la neurodiversité, elle éclaire le TDAH sous un nouvel angle, mais elle laisse aussi des questions en suspens. Alors là aussi, qu'est-ce qu'apporte l'épidémiologie à cette compréhension? C'est un peu le socle de cette présentation. Du côté des faits, il y a quand même deux arguments qui peuvent être en faveur de la lecture de la neurodiversité. D'abord, la dimensionnalité qu'on a évoquée, le fait que les traits de problèmes d'attention se distribuent sur un continuum, mais aussi des données génétiques, puisque les scores polygéniques prédisent des variations de traits attentionnels de façon dose-dépendante dans la population. En revanche, il y a des choses qui sont moins étayées, notamment l'idée qu'il y aurait des avantages intrinsèques au TDAH. Ça, l'épidémiologie, pour l'instant, ne l'a pas vraiment étayé, même s'il y a des hypothèses ou des résultats expérimentaux qui suggèrent que certains profils de risque, de créativité ou d'entrepreneuriat peuvent être associés à un TDAH et que donc il y a des aspects positifs au trouble. Donc ces résultats, ça conduit quand même à des aspects de vigilance. Il y a un biais possible du discours de la neurodiversité, c'est-à-dire qu'en déplaçant l'intérêt vers des récits valorisants, on pourrait, sans le vouloir, occulter la question des inégalités sociales, dont on a vu qu'elles sont quand même fortes en psychiatrie et en particulier dans le TDAH, sachant que ces inégalités sociales, ça module fortement le retentissement et l'accès au soutien. Ensuite, il y a une question qui est pratique, qui est soulevée, à savoir quelles sont les représentations du TDAH lorsqu'on évalue les choses avec le filtre de la neurodiversité. Quels sont les impacts possibles sur la demande de diagnostic, sur le système de soins, entre le risque de banalisation et le risque de stigmatisation de l'autre. Mais moi, j'ai plutôt envie de conclure de façon non conflictuelle. Je pense que la neurodiversité, elle pourrait ne pas avoir vocation à remplacer le modèle médical, mais qu'elle a plutôt vocation à le compléter. Puisque finalement, il ne s'agit pas forcément de nier la clinique. L'enjeu, c'est plutôt de déplacer la focale du fait de guérir un individu vers adapter un contexte, tout en maintenant des soins lorsqu'il y a une souffrance ou un handicap sur le fonctionnement. Donc la neurodiversité, elle rappelle vraiment que l'enjeu, ce n'est pas de normaliser les cerveaux, c'est vraiment d'organiser une société plus juste, où on respecte la différence, tout en garantissant des soins et des aménagements lorsqu'il y a une souffrance ou un handicap. Donc pour conclure cet exposé, je dirais qu'au fond, la question, ce n'est pas de savoir si le TDAH existe comme une entité naturelle, c'est plutôt de savoir à quoi sert le concept,
Comme on l'a vu, le TDAH, ce n'est pas simplement une étiquette sociale, ce n'est pas une essence biologique, mais le diagnostic de TDAH reste un outil utile et fondamental sur le plan clinique qui permet d'accéder aux aménagements et qui permet d'accéder aux soins. Dans une perspective neurodéveloppementale, il décrit un profil qui est fréquent, qui est continu, qui est multifactoriel, dont l'expression dépend autant de la biologie que des contextes de vie. Dans un contexte de neurodiversité, il nous oblige à distinguer la différence du trouble, la divergence d'un côté et le retentissement de l'autre. Donc je pense que l'avenir du TDAH, il n'est pas du tout dans son effacement, mais il est plutôt dans sa transformation. En tant que scientifique, on a une responsabilité, en tant que clinicien, on a aussi une responsabilité, à savoir de ne pas pathologiser la diversité, mais de ne pas banaliser la souffrance. Donc le défi aujourd'hui, c'est vraiment d'aligner les institutions au sens large, l'école, la santé, le travail, sur la diversité des fonctionnements, en respectant les différences, mais aussi en assurant un accès équitable et réel aux soins pour toutes et pour tous. Donc je vous remercie pour votre attention.